Nous allons parler ce soir de la Libye. On va évoquer donc ce cessez-le-feu décidé à Moscou. Jusqu'à quand? C'est la question qu'on se posera. On va évoquer aussi la Gambie où l'ancien président Yahya Jammeh, éreinté par son exil, souhaite rentrer chez lui. Au niveau de la Guinée, bien l'opposition dans une nouvelle mobilisation à haut risque. Et puis le Togo, le 13 janvier, sous le signe de la réconciliation. C'est une question qu'on se posera ce soir avec Credo Tété, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui me suivent. Ambroise Pondio, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Credo, bonsoir à tous ceux qui me suivent. J'avoue que tout à l'heure, j'écrivais sur une plateforme WhatsApp et quelqu'un me demandait qu'il attendait impatiemment à vous voir sur le plateau. Ah bon? Bonsoir à lui. D'accord. On est ensemble. On commence avec la Libye. La Libye, soupir de soulagement, mais aussi crainte d'un nouvel espoir déçu. Les habitants de Tripoli, épuisés par les combats à leur porte depuis des mois, espèrent une embellie à la faveur du cessez-le-feu entré en vigueur dimanche, sans cacher amertume et surtout scepticisme. Cette trêve entre le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, est la bienvenue évidemment, commente Maïssa Barakan, mais à quel prix? Tant de vies perdues pour rien, regrette derrière sa caisse une pharmacienne de la capitale. Credo, on a parlé de cessez-le-feu à plusieurs reprises dans le cas libyen, qu'aujourd'hui, ce nouveau cessez-le-feu, beaucoup peine à y croire. Oui, beaucoup peine à y croire parce que ça fait environ ou bien plus de 9 mois de combats ensanglantés. Donc aujourd'hui, avoir les positions d'hier des deux camps qui s'affrontent, on peut être sceptique, on peut être pessimiste, mais je crois que la volonté exprimée par les deux parties peut donner une lueur d'espoir pour dire que nous pouvons espérer. Maintenant, la question, combien de temps ce cessez-le-feu qui a été goupillé par la Turquie et la Russie va durer, du moment où rien n'a évolué au niveau des positions des deux camps, donc les positions sont les mêmes, sont restées plutôt les mêmes, et chaque partie voudrait avoir, disons, le bénéfice de ce combat très ensanglanté que vit la Libye depuis plus de 9 mois. Alors, Ambroise Pondio, les deux camps eux-mêmes semblent ne pas être véritablement intéressés par un cessez-le-feu. C'est comme si on leur impose cela. Surtout le camp de Khalifa Haftar, qui à tout prix voudrait avoir le contrôle de tout l'appareil d'État en Libye et avoir même ses soutiens. Il y a fort à parier que le monsieur a pris de l'ascendance. Il a pris le dessus de la chose, et c'est la crainte même qui a obligé le gouvernement, cet antigriffe gouvernement d'union soutenu par la Turquie et un certain nombre de pays qui a couru vers Erdogan. Mais ils l'ont vite stoppé dans sa manœuvre de faire envahir la Libye par les rebelles, tout simplement parce que l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui sont forts dans cette région, sont rentrés dans le jeu aux côtés, même la Russie, la puissante Russie, est rentrée dans le jeu du côté de Haftar. Vous savez ce que moi j'ai regretté dans cette histoire, quand Sarkozy et ses amis ont semé du bordel en Libye et qu'il n'ait pas eu le temps de venir faire le service après-vente. Je crois qu'il serait plutôt judicieux qu'un camp prenne le dessus de tout le combat et prenne tout le pays, sans toutefois donner une piste tendant vers Haftar, qui est un homme fort, on peut le dire. J'ai regretté que cela ne se soit produit, d'autant plus qu'il y a plus d'1 millier de groupes de rebelles installés en Libye. Ceux-là qui n'arrivent pas à tenir en Libye convergent vers le Mali et le Niger. Donc, ce qui fait qu'il y a toute la zone sahélienne devenue un sanctuaire, un nid de criminels, un nid de terroristes sans foi ni loi, qui sèment la zizanie. Donc, aujourd'hui, le droit international est en train d'être imposé, où les relations internationales se sont mêlées à la chose pour ramener chacun à la raison, d'autant plus que Haftar dit que demain, il aura son accord pour peut-être un cessez-le-feu. Alors, on sait que dans ce conflit libyen, comme il le dit, la géopolitique internationale est en train de se jouer également là-bas. La Turquie entre dans le jeu aux côtés du gouvernement d'union nationale. La Russie est aux côtés du maréchal Haftar.
Turcs et Russes sont alliés dans le conflit syrien. On se perd là. Oui, mais on se perd. Donc, c'est dire que c'est la guerre des intérêts parce que les alliés d'ailleurs sont aujourd'hui ceux qui s'opposent. Donc, on peut dire que, en fait, le sujet n'est plus tellement entre Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj. Mais c'est beaucoup plus une préoccupation de la Turquie et de la Russie. Donc, c'est dire que même s'ils s'entendent sur un autre terrain, sur ce sujet-là, donc ils doivent essayer d'avoir le consensus. Et vous aurez remarqué que lorsque le cessez-le-feu a été, disons, exprimé dans la nuit du 12 janvier, donc vous avez vu que il y avait également, selon les informations, des tirs qui ont été entendus après minuit dans la capitale. Donc, c'est dire que, en fait, les esprits ne sont pas tellement préparés. Certes, il y a cette volonté, mais c'est une volonté qui est imposée par les deux alliés de ces deux camps qui s'affrontent. Donc, une fois que il y a, disons, cette imposition, donc il va falloir que il ressort également que c'est aujourd'hui de la responsabilité beaucoup plus de la Turquie et de la Russie de jouer leur partition afin que le calme revienne dans le pays. Maintenant, l'autre pan du sujet, est-ce que les deux alliés sur un autre chantier pourront s'entendre sur le chantier libyen? Donc, ils ne pourront pas s'entendre parce que les positions ont été, depuis le début, disons, de cette crise, disons, exprimées. Les positions ont été clairement exprimées. Et, comme vous venez de le dire, tout le monde sait, entre la Russie et la Turquie, quel pays soutient le maréchal Khalifa? Alors, ça veut dire que c'est l'entrée en scène de la Turquie au niveau du gouvernement d'union nationale qui a fait que finalement, Russes et Turcs, pour éviter l'affrontement sur le terrain, ont décidé de conduire les deux parties à un cessez-le-feu. Oui, je crois que la Russie a essayé de jouer une carte d'abord de la neutralité, d'autant plus que elle et la Turquie se retrouvent déjà sur un terrain syrien, ils s'entendent sur ce terrain. Et n'eût été l'intervention de la Russie, ça aurait déjà eu à péter sur le terrain libyen. Parce que, avec un certain Erdogan qui n'entend raison que sur des questions d'intérêt, comme la France l'a toujours fait sur le terrain africain, je crois que les États-Unis sont déjà en greffe avec la Turquie et il n'en demeure pas moins que la Turquie fasse sourde oreille face à une injonction des États-Unis ou de la France. Même si l'Italie, qui se voit aussi dans un carré qui appartiendrait en termes de nostalgique néocolonialiste, j'estime que la Russie est une puissance. Et vous savez, on peut beau accuser le président russe Vladimir Poutine de tous les bords, mais j'ai cru comprendre que c'est un monsieur qui tient le bout de la corde de la géopolitique et du bloc opposé au bloc occidental. Depuis le temps de l'URSS, plusieurs conflits ont démontré que Vladimir Poutine tient debout dans un bloc, pas forcément socialiste, mais dans un bloc qui fasse opposition forcément sur certaines questions sensibles et d'intérêt face au bloc, comment on l'appelle, occidental, dominé par les États-Unis. Donc aujourd'hui, la peur de voir l'Égypte, les Émirats arabes unis et autres encore rentrer dans le conflit libyen aux côtés de Haftar, qui puissent rapidement renverser la tendance, a obligé la Russie à entrer en jeu. Et la Russie ne voudrait pas entrer en conflit avec la Turquie sur un terrain libyen, par rapport à ce qui s'est déjà produit en matière sur le plan positif en Syrie. Donc il a préféré jouer la carte de la diplomatie, mais je vois là que le problème n'est pas toujours réglé, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un homme puissant qui contrôle la Libye, pour pouvoir départager tout le monde et mettre au gnouf tous ces rebelles-là qui fleurissent. Si vous permettez, on va aller à la première pause et on revient juste après.